Pour faire simple, disons que SharePoint est un système de collaboration basé sur un site web qui utilise, entre autres, des applications de flux de travail, des bases de données de type liste, des référentiels de documents en tout genre, des composants nommés WebPart qui peuvent vous permettre de rajouter du texte, des images et des documents dans vos pages, et des mécanismes de sécurité très granulaires. Tous ces éléments-là vont permettre aux équipes commerciales de travailler ensemble. SharePoint donne également aux entreprises qui s'en servent la possibilité de contrôler l'accès aux informations et d'automatiser les processus de flux de travail entre les unités commerciales. Comme nous l'avions indiqué dans notre dossier nommé Comprendre SharePoint en 5 étapes simples et rapides, il existe plusieurs déclinaisons, versions de SharePoint. Les caractéristiques de ces versions s'établiront sur des facteurs tels que l'année de parution, la plateforme ou l'environnement de déploiement, ou encore les fonctionnalités offertes. Dans le cas de SharePoint Online, il s'agit de sa version en nuagé. Pas en nuagé ou nuageuse dans le sens qu'elle pourrait cacher le soleil, apporter des orages ou autres sortes d'intempéries, mais nuageuse dans le sens qu'elle se déploie dans le nuage. Une autre façon plus conventionnelle de la désigner serait de la présenter comme le pendant info-nuagique de Microsoft SharePoint. À ce titre, SharePoint Online possède de nombreuses fonctionnalités d'intégration supplémentaires avec d'autres applications info-nuagiques. Il est ainsi fortement intégrable ou intégré à de nombreux autres packs Microsoft avec une licence Office 365 ou Microsoft 365. Les organisations peuvent se servir de Microsoft SharePoint pour créer des sites web internes ou externes. Vous pouvez l'utiliser comme un point de partage, ou SharePoint, qui sera sécurisé pour stocker, organiser, partager et accéder aux informations depuis n'importe quel appareil. Ceci est encore plus vrai avec la version info nuagique de Microsoft SharePoint qui ne nécessite qu'un navigateur web moderne tel que Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox. SharePoint favorise une productivité et une visibilité accrue pour les travailleurs de l'information dans tous les secteurs de l'entreprise, aussi bien dans les petites, les moyennes que les grandes. Les fonctionnalités de SharePoint sont centrées sur une expérience de collaboration croisée basée sur des aspects comme le partage sécurisé d'informations au sein de l'entreprise, la gestion de contenu et la collaboration, les flux de travail métier et même leur automatisation. En tant que plateforme de collaboration basée sur un site web, Microsoft SharePoint présente de nombreux avantages. Il est facile à entretenir, il est également facile à comprendre pour les utilisateurs professionnels, on peut aisément le personnaliser, on peut le faire évoluer en termes de contenu, de structure et de fonctionnalité. Les entreprises utilisent la plateforme de différentes manières pour augmenter leur productivité et leur retour sur investissement. Toutefois, parmi les usages les plus fréquents faits par les entreprises, on peut citer la création et la gestion d'un intranet, les entrepôts de données, la gestion électronique de documents, la standardisation ou l'automatisation des processus métiers, etc. Des fonctionnalités telles que les contrôles de sécurité, la co-création, la gestion des versions et l'intégration avec Microsoft Exchange ou Outlook permettent aux utilisateurs d'en faire plus en moins de temps et de maintenir l'intégrité du travail qu'ils produisent. SharePoint inclut ainsi la possibilité d'exiger une approbation sur les documents avant qu'ils soient visibles, d'extraire ou cacher les documents pour empêcher toute autre création ou modification sur ceux-ci, de recevoir des notifications lorsque des documents sont téléchargés ou que des modifications y sont apportées, de créer des flux de travail en utilisant la logique métier pour automatiser des actions telles que
le déplacement ou l'envoi de documents par courrier électronique, l'enregistrement d'informations, ainsi de suite. Toutes ces fonctionnalités améliorent la productivité des utilisateurs, mais ce que SharePoint fait vraiment de mieux que les systèmes de collaboration de documents précédents, c'est d'afficher des informations sur les informations grâce au concept de métadonnées. Cette surcouche d'informations peut permettre d'enrichir de manière sensible et significative, mais également facile, les interactions qu'une organisation peut avoir avec ces données, quelles qu'elles soient. Les applications dans SharePoint sont des intégrations de composants qui ajoutent des fonctionnalités aux espaces de collaboration standards sur la plateforme. Certaines applications sont prêtes à l'emploi et sont fournies avec la plateforme, mais il en existe de nombreuses qui ajoutent des fonctionnalités et des options qui ne sont pas fournies par défaut. Virtuellement, tout est possible avec les applications. Il peut s'agir de n'importe quoi, d'une bibliothèque où les utilisateurs peuvent stocker et partager des documents et des fichiers, à des plugins de calendrier, à de puissantes applications de flux de travail. Ces applications sont disponibles dans le SharePoint Store. Il s'agit d'un référentiel où les applications homologuées sont regroupées et présentées par catégorie. On pourra y retrouver, pour chaque application listée, une fiche présentant une information détaillée sur les fonctionnalités offertes, les informations relatives aux individus ou organisations qui l'ont développé, les évaluations et les avis des utilisateurs qui s'en sont servis, et le lien pour l'installer si on en a le privilège, ou plus couramment, le lien pour en faire la demande auprès des administrateurs. Un préalable sont nécessaires pour que vous puissiez utiliser Microsoft SharePoint en toute sérénité. En premier lieu, vous ou votre organisation devez détenir une licence d'utilisation de SharePoint Online. Ensuite, surtout dans le cas où vous faites partie d'une telle organisation, vous, en tant qu'individu, devez détenir les paramètres d'accès à votre compte. Il s'agira bien souvent d'une combinaison de nom d'utilisateur ou adresse courriel et de mot de passe. Finalement, il faut comprendre que dans le paradigme de Microsoft 365, les accès et privilèges peuvent être accordés globalement ou par application. Il est donc possible, au sein d'une organisation possédant des licences Microsoft 365, que certains de leurs employés aient accès à SharePoint Online, tandis que d'autres ne sera pas le cas nécessairement. Nous supposerons à partir d'ici que toutes ces conditions sont remplies et que vos privilèges vous permettent d'interagir avec SharePoint. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter votre administrateur système. Pour se connecter à SharePoint Online, il vous suffit donc d'ouvrir depuis un ordinateur connecté à Internet un navigateur moderne tel que Microsoft Edge, Google Chrome ou encore Mozilla Firefox. Sachez cependant que dans le cas de certaines organisations, l'accès aux ressources de l'entreprise ne peut être fait qu'à partir d'ordinateurs vraiment spécifiques, qui sont offerts et autorisés par l'entreprise ou au travers de certaines connexions réseau sécurisées comme les VPN. Dans un cas pareil, vous ne pourrez pas vous servir de n'importe quel ordinateur pour accéder à SharePoint Online. Ça ne marchera probablement pas. Voici donc ce qu'il faudrait faire en supposant que vous êtes sur le bon équipement, la bonne connexion réseau. Lorsque votre ordinateur est connecté à Internet et que le navigateur est ouvert, vous vous dirigez vers le site web office.com. Lorsque le site apparaît, office.com, vous allez voir un bouton connexion. Parfois, il change de position, ça dépend des versions et des mises à jour. Vous cliquez dessus. Ça va vous amener vers un écran de connexion qui va vous demander vos paramètres de connexion. Ces paramètres seront généralement la combinaison d'un courrier électronique et d'un mot de passe. Dans certains cas, ça peut être le numéro de téléphone ou l'identifiant Skype. Il va donc falloir rentrer les informations qui correspondent à votre profil et cliquer sur le bouton suivant.
Une fois de plus, suivant comment est-ce que les paramètres ont été faits au niveau de votre organisation, il se peut qu'après cette étape, vous soyez redirigé vers une autre page de connexion qui est plus personnalisée à votre entreprise. Et il peut arriver qu'arrivé sur cette page, on vous demande encore de saisir soit votre nom d'utilisateur, soit votre mot de passe, ou les deux. Lorsque la procédure de connexion sera achevée, vous serez dirigé vers la page d'accueil de votre organisation. Celle-ci peut se présenter sous différentes formes. Pour retrouver SharePoint cependant, il vous suffira de vous diriger vers le menu des applications qui en général est situé en haut à gauche et a la forme d'un menu cubique. Vous aurez la liste des applications auxquelles votre profil a accès et la plupart du temps, à l'intérieur, vous pouvez retrouver SharePoint et cliquer dessus. Si vous ne voyez pas SharePoint et que vous avez un lien toutes les applications, vous pouvez également cliquer dessus. Ça va afficher vraiment toutes les applications auxquelles votre profil a accès et il vous suffira de cliquer sur SharePoint. L'interface d'un site web basé sur SharePoint peut énormément varier, suivant la manière dont il a été conçu, les personnalisations qu'il a reçues, ainsi de suite. Mais quelle que soit l'apparence qu'a ce site web, il y a des éléments que vous allez probablement toujours retrouver. Il y a par exemple le nom du site web. Par exemple, sur celui-ci où je me trouve, qui ressemble à un site web classique sans personnalisation aucune, on peut voir ici, là, en haut, le nom du site web. Dans ces deux autres exemples, qui sont des sites web beaucoup plus personnalisés, on a également le nom du site web, Asgard, et ici également Codessa. Connaître le nom du site web peut vous permettre de savoir ce qui est attendu de vous dans ce site web. Parfois, ça peut vous permettre également de savoir le genre d'informations que vous pouvez retrouver au sein de ce site web-là. Un autre élément qui est important dans la nomenclature ou alors la gestion des sites web, c'est la navigation. Ce sont des éléments qui vont vous permettre de vous déplacer à l'intérieur du site web. Parce qu'un site web, c'est par définition un amalgame de pages qui sont connectées entre les unes les autres, entre elles, grâce à des liens hypertextes. Donc, un site web ne se limite pas à sa page d'accueil, mais il peut avoir beaucoup plus de ramifications. Dans le site web de base, en général, c'est à votre gauche que vous allez trouver les liens de navigation. Par exemple, ici, on peut voir accueil, bloc-notes, documents, pages, sous-site, contenu du site, corbeille et modifier. Qui sont des liens qui vont nous amener vers différentes parties de ce site web-là. On peut également constater que nous avons des liens horizontaux, ici, Asgard et Codessa, qui sont complètement en haut. Comme je vous dis, ça dépend beaucoup des sites web. Si on se dirige par exemple vers un autre site web comme celui-ci, Asgard, nous n'avons pas le menu vertical à gauche, comme c'était le cas dans Dojo ici, et nous avons plutôt un menu horizontal, accueil, gérer, consulter, paramétrer, corbeille, et nous avons également d'autres liens ici complètement en haut. Si on examine plutôt Codessa, nous avons un peu un mix des deux, avec des liens ici, dont nous parlerons un peu plus tard, puis les liens de navigation qui se trouvent également là. Il faut également remarquer que, suivant la manière dont votre site web est configuré, vous pourrez avoir des métaliens, des liens qui vont au-delà du site web. Parce que ici, par exemple, accueil, bloc-notes, documents et tout le reste, ce sont des liens qui sont spécifiques à Dojo. Ce sont des sous-sections, des sous-parties de ce site web-ci. Tandis que ici, on a d'autres liens, comme par exemple page d'accueil de SharePoint, mes sites, mes actualités, mes fichiers. Ce sont des liens qui vont vous amener toujours dans SharePoint, mais qui ne concernent pas nécessairement uniquement le site web dans lequel vous vous trouvez. Cette barre-ci, comme le reste des informations, peut très bien être personnalisée. On peut l'afficher, comme c'est le cas dans Dojo et Codessa. C'est exactement les mêmes liens. Mais par exemple, ici, dans ce site web Asgard, ces liens-là ne sont pas là. Bien entendu, au centre, vous aurez le contenu de votre site web. Et
Le contenu de votre site web va dépendre de ce que vous avez envie d'afficher, de la manière dont vous souhaiteriez que ce site web-là interagisse avec vos utilisateurs, ou plutôt que vos utilisateurs interagissent avec lui. Alors ici, ce sont des pages web standards, entre guillemets. On aura l'occasion de voir comment en créer quelques-unes. Et ces pages web-là peuvent avoir des contenus de différentes sortes. Vous pouvez avoir des images, vous pouvez avoir des boutons, vous pouvez avoir du texte, des liens. Vous pouvez avoir, dans le cas où vous avez une bibliothèque de documents, des référentiels de documents qui sont ici, avec les noms des documents, les personnes qui les ont modifiés, et plein d'autres choses. Ici, il s'agit d'un site web de base, sans configuration. Vous voyez à peu près comment est-ce qu'il est disposé. Nous avons l'actualité, nous avons les liens rapides, nous avons les activités qui sont un peu comme les dernières nouvelles, et nous avons qui est gestion de documents. Si on prend un site web un peu spécialisé, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Par exemple, Asgard, c'est un site web orienté gestion de projet. On a dans les annonces de projets, on a les événements en lien avec les projets, on a la liste des projets en cours, les tâches de la personne qui est en train de regarder le site web, les suivis en cours, la documentation des projets, les discussions relatives aux projets en cours, les contacts utiles, et puis le suivi au niveau du temps et du budget du projet. Si on regarde plutôt côté ça, qui est une sorte de gestion de documents simplifiée, on peut voir qu'on a la liste, par exemple, des formations, on a les documents associés à chaque formation, etc. Donc, la manière dont vous présentez vos pages va vraiment dépendre de vos besoins, ça va dépendre de ce que vous souhaiteriez que les gens puissent faire avec, mais ça va se faire très souvent grâce à ce qu'on appelle les composants WebPart. Microsoft SharePoint est une plateforme de collaboration basée sur les sites web. Ces sites web peuvent être configurés, habillés et alimentés de diverses manières. Pour y parvenir, SharePoint se repose sur quelques éléments fondamentaux que nous allons présenter sommairement ici. Nous aurons l'occasion de les présenter plus en détail dans les capsules à venir. À partir d'un site web standard, on peut avoir un aperçu de certaines de ces briques essentielles au fonctionnement de SharePoint. On peut se diriger pour cela vers le menu déroulant du bouton Créer, celui-ci. Donc en cliquant dessus, on peut voir certaines de ces briques essentielles. Parmi les briques essentielles, nous avons par exemple les bibliothèques. Ici, il est écrit bibliothèque de documents, mais il existe différents types de bibliothèques dans SharePoint. Il s'agit d'espaces de stockage thématiques où il vous est possible de conserver des documents bureautiques principalement, ou autres, à des fins d'organisation ou de suivi. Grâce aux fonctionnalités d'édition avancées qui sont incluses dans SharePoint, vous pouvez vous en servir pour suivre le cycle de vie de n'importe quel document. Quand est-ce que le document a été créé? Qui en ont été les modificateurs? Quelles sont les différentes versions qu'il a connues? Et bien plus encore. Nous avons également les listes, qui à ce stade-ci pourraient être vues comme des feuilles de calcul agiles. Tant que vos formules ne sont pas trop complexes, elles peuvent, au même titre qu'Excel, vous aider à stocker, organiser et traiter de grandes quantités de données sous forme tabulaire. Grâce aux métadonnées, vous pourrez enrichir à volonté les nuances que vous souhaitez affecter à vos données. Je tiens à préciser que même si le fonctionnement de base des listes est semblable à Excel, vous pouvez, lorsque vous les présentez, surtout avec SharePoint Online, leur donner différentes sortes d'apparences. On peut également parler des pages. Par définition, un site web est une collection de pages web reliées les unes aux autres au moyen de liens hypertextes. Il est donc normal que dans SharePoint, on soit capable de créer les pages web qui accueilleront toutes sortes de données issues de l'organisation. Toutes les pages ne sont pas égales en termes de fonctionnalité et d'options de personnalisation. Suivant les résultats recherchés, vous pourrez choisir le type de page adéquat. Ils ne sont pas précisés ici là, mais on peut également parler des composants WebPart
qui sont des briques de contenu qui peuvent vous permettre de rajouter du texte, des images et des documents au sein de vos pages avec de nombreuses options de personnalisation et de sécurité. Par exemple, lien rapide, cette zone-ci, ce bloc, c'est un web part. Document, c'est un autre web part. Actualité, c'est un web part. C'est un peu comme des blocs, des sections. Ça, c'est pour le site web standard, là. Si on revient ici au niveau de Asgard, nous avons un web part qui affiche les annonces, un web part qui affiche les projets en cours, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets sont gérés dans un autre emplacement du site web, les tâches sont gérées dans un tout autre emplacement du site web, mais ce qui permet de les rassembler ici au sein du même espace de manière cohérente, ce sont les web parts. Et vous pouvez même faire communiquer les web parts entre eux. Par exemple, ici, j'ai une liste de formations et j'ai tous les documents associés à toutes les formations du système. Si je clique sur une formation en particulier, je peux voir les documents qui lui sont associés. Vous voyez, ce web part-ci communique avec ce web part. Ce sont deux composants complètement différents, mais vous pouvez les faire communiquer de manière intégrée. Nous avons également ce qu'on appelle les applications. Il s'agit d'intégration de composants qui ajoutent des fonctionnalités aux espaces de collaboration standards sur la plateforme. Certaines applications, qui sont souvent développées par des organisations tierces, sont prêtes à l'emploi et vous permettront d'inclure au sein de votre organisation, parfois instantanément, des optimisations sensibles en termes de productivité. C'est peut-être un peu vague ce que je suis en train de dire en ce moment, mais nous aurons une section consacrée aux applications. Vous aurez l'occasion de mieux appréhender cela. On ne les voit pas ici au niveau du menu créer, mais ils sont par exemple disponibles ici. Sur votre site web, si vous avez un nouveau site web SharePoint, ça se peut que vous n'ayez pas ceci. Mais les sous-sites, comment est-ce qu'on peut dire? Il existe différents scénarios où il peut être difficile, voire non recommandé, de rassembler toutes les informations au sein d'un seul et unique site SharePoint. Une des solutions sera bien souvent de créer des sous-sites qui, comme leur nom l'indique, sont des sites web à part entière qui sont cependant situés hiérarchiquement en dessous du site web auquel vous avez accès. Alors par exemple ici, dans l'exemple que nous avons à l'écran, nous avons un site web principal qui est Dojo. Et dans Dojo, j'ai des sites web secondaires qui sont par exemple Asgard et puis Codessa. Un des avantages d'avoir les sous-sites, c'est que je peux avoir un site web principal qui a ces informations, mais par exemple ici, Asgard, c'est un site web orienté gestion de projet. Alors si le site web principal n'est pas vraiment orienté gestion de projet parce que ceux qui ont accès sont dans tout genre d'organisation ou tout genre de département, ben, je peux créer un sous-site vraiment réservé à la gestion de projet auquel je vais inviter tous ceux qui dans l'organisation sont censés gérer ces projets. Et par exemple, ici, j'ai un autre site web, un sous-site web de Dojo qui est Codessa. Et Codessa, ici, là, c'est un référentiel pour la formation. Alors, au lieu de saturer Dojo qui peut-être va servir à l'entreprise tout entière avec peut-être les données au niveau de la communication, du marketing et peu importe, peut avoir un espace de formation dédié avec sa mise en forme, sa mise en page, ses fonctionnalités, qui ne va pas nécessairement venir perturber mon site web principal. Alors, l'avantage des sous-sites, c'est ça, c'est qu'au sein d'un site principal, vous pouvez avoir des sous-déclinaisons, et ces sous-déclinaisons peuvent être, dans une certaine mesure, si vous le souhaitez, indépendants, d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue apparence, mais vous pourrez aussi souhaiter que ce ne soit pas indépendant, et qu'à partir du site web principal, vous ayez des remontées d'informations qui viennent de ces sous-sites. C'est tout à fait possible avec SharePoint. On ne les voit pas non plus nécessairement ici parmi les options de création ou les liens directement disponibles, mais parmi les briques essentielles de SharePoint, on peut citer la navigation. La navigation, comme vous le savez, tout site web qui se respecte mettra à la disposition de ses utilisateurs des mécanismes qui vont leur permettre de se retrouver aisément en son sein. Cela est facilement réalisable grâce aux options hautement personnalisables de la navigation. Comme nous l'avons abordé dans les capsules précédentes,
Vous pouvez avoir une navigation simple comme celle-ci, et vous pouvez avoir des navigations un peu plus complexes comme celle-là, dont la position, la couleur sont complètement différents, etc. Et puis, on ne peut pas terminer de parler des piliers de SharePoint sans faire référence aux permissions. En plus de la collaboration, un des moteurs principaux de SharePoint réside dans ses mécanismes simples et intuitifs de sécurité, encore appelés permissions. Ce sont ces permissions qui pourront définir, par exemple, pour un document donné, qui dans l'organisation peut être habilité à le voir ou à le modifier. Dans le cas des processus métiers, on peut aller plus loin avec des notions comme celle de l'approbation et plein d'autres choses. Donc, dans les prochaines capsules, nous allons essayer de mettre la lumière sur ces piliers de Microsoft SharePoint, voir qu'est-ce qu'ils sont, comment les utiliser, quelques cas d'utilisation de leurs optimisations, et ainsi de suite. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre quelques moments pour comprendre la notion de rôle et de permission dans SharePoint. C'est un sujet qui peut être très vaste, à certains moments très complexe, mais nous allons essayer de présenter l'essentiel en quelques minutes et au besoin, dans les capsules subséquentes, lorsque ce sera nécessaire, nous pourrons revenir ou approfondir certains aspects. Les autorisations ou permissions SharePoint permettent de contrôler l'accès des employés, des fournisseurs, des partenaires ou autres à votre contenu SharePoint. Vous pouvez déterminer avec précision qui peut lire des informations spécifiques et qui ne le peut pas. Les autorisations ou permissions SharePoint s'étendent non seulement à l'affichage des données dans les listes et les bibliothèques de documents, mais également aux résultats de recherche et même à l'interface utilisateur. Par exemple, si vous n'êtes pas autorisé à accéder à une liste de documents spécifiques, dans les résultats de recherche, vous ne verrez aucun document de cette liste. Ce modèle d'autorisation aide à protéger les données sensibles des personnes qui ne devraient pas les voir ou les distribuer. Dans l'architecture de SharePoint, on peut distinguer plusieurs niveaux de permission ou d'autorisation, suivant notamment la nature des composants impliqués. On peut ainsi retrouver les rôles associés aux fermes de serveurs, tels que les administrateurs Windows ou encore les administrateurs des fermes, les rôles associés aux services partagés, tels que les administrateurs de services, les administrateurs de fonctionnalités, les rôles associés aux applications web, ceux associés aux collections de sites, ainsi que ceux associés au groupe SharePoint. Dans la suite de notre dossier, nous ne nous attarderons que sur les types de permissions disponibles par défaut, ainsi que les groupes de base. Par défaut, SharePoint définit les types d'autorisation d'utilisateurs suivants. Ces niveaux sont présentés par ordre de privilèges décroissant, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de privilèges en premier lieu et ceux qui ont les privilèges les moins importants à la fin. Au sommet de la pyramide, nous avons donc l'accès complet. L'utilisateur qui dispose d'un tel accès peut gérer les paramètres du site, créer des sous-sites, ajouter des utilisateurs à des groupes. On a également le niveau d'accès conception, dans lequel l'utilisateur peut afficher, ajouter, mettre à jour et supprimer des approbations et des personnalisations, ainsi que créer et modifier de nouvelles bibliothèques de documents et listes sur le site, mais il ne peut pas gérer les paramètres de l'ensemble du site. En gros, l'utilisateur est capable d'ajouter du contenu, mais il ne peut pas changer la structure. Nous avons également le niveau d'accès intitulé Contribution, qui permet à l'utilisateur d'afficher, ajouter et mettre à jour, et même dans certains cas supprimer les éléments de liste et des documents. Ces droits sont les droits les plus courants pour les utilisateurs réguliers de SharePoint, leur permettant de gérer des documents et des informations sur le site. La différence entre le niveau contribution et le niveau conception, c'est que au niveau conception, la structure du site, ou pas vraiment la structure, mais disons les paramètres du site ne peuvent pas être modifiés.
Mais l'utilisateur peut par exemple créer des listes, créer des bibliothèques de documents et ainsi, je ne vais pas dire altérer, mais contribuer à gérer dans une certaine mesure la structure du site web. Tandis que dans le modèle contribution, l'utilisateur peut juste alimenter les structures qui ont été créées par l'utilisateur. Donc, s'il faut récapituler jusqu'à présent, accès complet, c'est vraiment accès complet. On peut gérer aussi bien la structure que les fonctionnalités du site web. On peut gérer les autorisations. Conception, on ne peut pas gérer les paramètres du site web. Mais par contre, on peut ajouter des listes, on peut ajouter des bibliothèques. Contribution, on peut juste les alimenter. Et en dessous de cela, on a des rôles beaucoup plus restrictifs, comme par exemple le rôle lecture, où l'utilisateur peut afficher des éléments de liste, de page et télécharger les documents. Il peut juste lire. On a le rôle modification, où l'utilisateur peut gérer les listes et des éléments de liste et contribuer à des autorisations. Et enfin, on a affichage uniquement, où l'utilisateur peut afficher des pages, des éléments de liste et de documents. Les documents ne peuvent être visualisés que dans le navigateur. L'utilisateur qui a le rôle affichage uniquement, pas le rôle mais les permissions affichage uniquement, ne peut pas par exemple télécharger un document sur son poste de travail pour pouvoir le visualiser. Et nous avons enfin le plus bas, c'est vraiment accès limité. L'utilisateur peut accéder aux ressources partagées et aux ressources spécifiques. L'accès limité est conçu pour être combiné avec des autorisations précises, non héritées, des autorisations uniques, permettre aux utilisateurs d'accéder à une liste, une bibliothèque de documents, un dossier, un élément d'une liste ou un document spécifique sans leur donner accès à l'ensemble du site. L'autorisation d'accès limité ne peut être modifiée ou supprimée. Parlons maintenant des groupes. Il existe quelques groupes par défaut. Alors, ces groupes prédéfinis accordent aux membres des autorisations d'accès spécifiques. Un ensemble de groupes prédéfinis dépend du modèle de site que vous utilisez. Dans le cas, par exemple, du site d'équipe, les autorisations par défaut vont être propriétaires, ceux qui font partie de ce groupe-là. Attendez un peu, je vais vous l'illustrer. Si on vient ici au niveau des autorisations du site. Alors, ceux qui font partie du groupe propriétaire, comme vous pouvez le voir ici, là, ils ont des autorisations de type contrôle total, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout ce qui leur passe par la tête sur le site web. Ceux qui ont qui font partie du groupe membre ont des autorisations de modification. Globalement, la structure, ils ne peuvent pas trop la modifier. Cependant, ils peuvent alimenter les contenus dans les structures qui ont déjà été établies. Les visiteurs, eux, ils ont des autorisations de lecture. Et les visualisateurs, bon, sur ce site-ci, il n'y en a pas, mais les visualisateurs sont ceux qui auront la permission d'afficher uniquement. Ça veut dire qu'ils peuvent voir certaines informations qui sont sur le site SharePoint, mais dans le cas, par exemple, d'un document, ils ne peuvent pas le télécharger. Et dans aucun cas, ils ne peuvent interagir en termes de modification ou de suppression. Il existe beaucoup plus de nuances que cela. Et la gestion des accès peut devenir encore plus complexe. Donc, nous vous invitons à lire l'article détaillé que nous avons prévu à cet effet sur notre site sokawakata.com. Et il est aussi important de comprendre que tous les groupes et leurs autorisations peuvent être modifiés en supposant que vous qui décidez de les modifier, vous en avez les autorisations, vous en avez le pouvoir. Ce dont on a parlé, ce sont les autorisations par défaut. Et à partir, du moins tout au long de la série, nous allons examiner des cas où ces autorisations par défaut sont respectées.